Bonne nuit à tous. Je suis la conteuse et je suis là pour vous aider à vous endormir avec ces histoires d'horreur de premier rendez-vous. Alors avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et aimez la vidéo. J'aimerais savoir d'où vous venez et à quelle heure vous regardez la vidéo. Alors n'hésitez pas à laisser un commentaire. Quand vous serez prête, installez-vous confortablement et détendez-vous. Bonjour à tous, je m'appelle Rosie et cela m'est arrivé il y a quelques années. En 2008, alors que je commençais à travailler dans un grand magasin. J'étais une jeune et belle fille à l'époque, et je croisais toutes sortes de types bizarres au travail. Des hommes qui ne tenaient pas en place. Ils s'approchaient trop près de moi et commençaient à faire des commentaires suggestifs dès qu'ils passaient devant mon comptoir. Je savais comment gérer la plupart de ces situations. J'avais appris à fixer des limites, à être ferme et à les ignorer, sans me laisser perturber. Mais parfois, on tombe sur quelque chose qu'on ne peut expliquer, même avec des réponses préparées à l'avance. C'était un mercredi après-midi comme les autres. J'étais en train de servir les clients et de ranger les produits quand quelque chose d'étrange s'est produit. J'avais l'impression que quelqu'un m'observait. Ce chatouillement dans ma nuque indique qu'il n'est pas seul. En levant les yeux, dans un coin du magasin, j'ai vu un type qui me fixait. Je ne sais pas comment le dire, mais ses yeux étaient immenses et m'ont immédiatement mis mal à l'aise, comme si quelque chose clochait. J'essayais de garder mon calme et de continuer mon travail habituel, mais ce type errait sans but dans le magasin, croisant mon regard toutes les 5 secondes environ. Soudain, il s'est approché de moi lentement, et c'est à ce moment-là que j'étais prête à lui dire quelque chose s'il devenait trop malin. Mais au lieu de cela, il a juste souri d'un air gêné comme pour s'excuser. Il a lâché. Désolé si je t'ai mis mal à l'aise. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois comme ça. Et moi, un peu confuse, j'ai balbutié. Non, ça va, je ne sais pas vraiment. Ça va? Je me suis juste dit, je ne sais pas. Une fille mignonne comme toi ne sortirait pas avec quelqu'un comme moi. Un loser. J'ai dit ça pour plaisanter, mais j'ai clairement vu qu'il était nerveux et qu'il s'est mis à rougir comme un adolescent. Honnêtement, je ne peux pas nier que ce moment, bien que gênant, était un peu drôle. Au moins, ça nous a un peu détendus tous les deux. Et on a commencé à rire. Il a dit qu'il s'appelait Jake et qu'il travaillait dans un garage du coin, une sorte de garage de quartier. Honnêtement, pendant un moment, j'ai trouvé sa demande en mariage super gênante, mais aussi plutôt adorable. Je me suis senti un peu mal de l'avoir jugé si vite, alors j'ai proposé qu'on aille prendre un café pendant ma pause. On a discuté un moment, et il avait l'air sympa. Il n'avait absolument pas l'air dangereux. Quand j'ai su qu'il était temps de retourner au magasin, je me suis levé et j'ai dit « Bon, je dois y retourner. »« D'accord, mais si tu veux, après le travail, je peux venir te chercher pour aller à une fête dans le coin. » « Tu seras mon invité, d'accord ?» dit-il avec un sourire timide. Et ce même ton nerveux me fit rougir à nouveau. Je n'avais rien de prévu ce soir-là. Alors une fête me semblait une bonne idée. Et je me disais aussi que je méritais peut-être un peu de plaisir. Après tout ça, je suis retourné au magasin tout heureux, en repensant à cette soirée, à la fête, Jake. Et j'ai terminé mon service assez excité, car je n'étais pas sorti avec quelqu'un depuis un moment. Avant de partir définitivement, je suis passé aux toilettes. Je me suis coiffé et j'ai mis du gloss. En sortant, j'ai failli hurler de peur, car au moment où je me retournais, pour quitter le magasin, il était là, comme s'il n'était jamais parti. Son sourire s'est illuminé en me voyant, et ses yeux se sont écarquillés. « Tu es prête pour la fête ?» a-t-il demandé. J'ai simplement hoché la tête un peu nerveuse, et j'ai dit oui. Cependant, en regardant de plus près, j'ai réalisé qu'il n'y avait aucune voiture, ce qui m'a semblé étrange, car je me souvenais qu'il avait mentionné qu'il venait me chercher, mais que ses amis étaient peut-être dans le coin. Il était dans la rue d'à côté, donc il n'y avait aucun problème. Nous avons donc commencé à marcher sur le trottoir. Il était déjà 21h, et les rues étaient pratiquement désertes. J'ai vraiment ressenti une tension étrange, car je lui ai demandé « Vous habitez par ici ?» et ses réponses étaient brèves, un oui, un je vois, etc. Comme s'il ne voulait pas dire grand-chose, ou tout simplement pas parler. À ce moment-là, j'ai remarqué que son comportement avait commencé à changer. Il me lançait des regards incessants, comme un chat qui me traque. Il marchait aussi un peu près du trottoir,
très alerte, scrutant tout autour de lui, comme s'il cherchait ou attendait encore quelque chose ou quelqu'un. Cela a commencé à m'épuiser et à me donner le vertige. Mais qu'est-ce qui n'allait pas chez lui? Parce que son attitude était tellement différente de celle d'avant. Il n'était plus le même garçon drôle. Maladroit et légèrement gauche, après avoir marché environ 5 minutes, nous avons tourné dans une rue, et soudain, il s'est arrêté devant une ruelle sombre. Pour moi, c'est ce qui a déclenché toutes les alarmes. Puis soudain, un type un peu débraillé, vêtu d'un gilet blanc et d'un vieux pantalon, apparut, souriant à Jake comme s'ils se connaissaient depuis toujours. Le plus étrange, c'est que Jake commença soudain à s'inquiéter et me regarda d'un air inquiet. « C'est qui ce type ?» lui ai-je demandé. Il m'a répondu une chose encore plus étrange. « C'est mon ami qui organise la fête. Elle a lieu dans cet immeuble, dans cet appartement. » Je me suis dit « Quoi ?» Mais le truc, c'est que ce type dans la ruelle n'avait pas l'air d'un hôte typique. Et la façon dont Jake s'est montré nerveux, comme s'il ne voulait pas être là, m'a éveillé des soupçons. J'ai froncé les sourcils et j'ai dit « Je n'entends pas de musique. Il y a sûrement une fête là-dedans. » Il avait l'air désespéré et a dit « Bien sûr, viens avec nous. » Et ne pose pas de questions. À ce moment-là, quelque chose en moi m'a crié de faire demi-tour et de filer au plus vite. J'ai reculé de quelques pas et j'ai dit « Je m'en vais. Crois-moi, je ne veux pas d'ennui. Je dois me lever tôt, alors je ferai mieux de rentrer. » Mais Jake, au lieu d'accepter, a insisté. « Non, non, attends, on peut encore s'amuser. » Et avant que je puisse me retourner, il a soudainement attrapé mon t-shirt et a tiré dessus, si fort qu'il s'est déchiré dans le dos. L'autre personne présente s'est mise à lui crier « Ne la laisse pas filer, hé idiot !» Et là j'ai compris que ce n'était pas un rendez-vous, mais un piège. J'ai senti que ma vie était en jeu. Et en quelques secondes, je me suis mis à courir. J'ai couru aussi vite que possible, le cœur battant à 450 kilos, sans me retourner une seule seconde. La rue ressemblait à un désert, et même si j'entendais Jake ou qui que ce soit qui commençait à me crier dessus et à me poursuivre, je ne pouvais pas m'arrêter. Mon appartement était juste au coin de la rue, mais dans ce quartier, à ce moment-là, il n'y avait personne pour appeler à l'aide, et je ne pouvais pas appeler la police, car si je trébuchais, ils m'attraperaient probablement. J'ai couru vers 1000, tandis que j'entendais leur voix crier derrière moi. « Ne t'enfuis pas. Amusons-nous un peu. »« Rosie, arrête, s'il te plaît. » Quand j'ai enfin émergé de l'allée menant à mon appartement, j'ai réalisé que Jake ne me poursuivait plus. Il se tenait à environ 5 mètres de moi, haletant, les mains sur les genoux. Il baissa les yeux. Cependant, l'autre type continuait d'arriver derrière moi, essayant toujours de me rattraper. Je suis entré dans mon immeuble sans perdre une seconde, et j'ai monté les escaliers aussi vite que possible, à l'affût de ses pas lourds. Le cœur serré et les mains tremblantes, j'ai rapidement sorti ma clé de mon sac à main, ne voulant pas perdre une seconde de plus. Dans ce même désespoir, j'ai failli laisser tomber la clé en essayant de l'insérer dans la serrure. Mais j'ai finalement réussi à l'insérer et à tourner le pêne dormant, juste au moment où l'autre homme sortait de l'escalier. Je suis entré et j'ai claqué la porte derrière moi, littéralement au moment précis où il m'a rejoint. L'espace d'une seconde, j'ai entendu son visage heurter la porte au moment où je la refermais. Ma respiration était chaotique. Je transpirais abondamment et mon cœur battait la chamade. Il s'est mis à frapper à la porte en criant « Ouvrez! Ouvrez la porte ou je la défonce !» Je tremblais et j'étais complètement paniqué, tandis que le type frappait et donnait des coups de pied dans la porte, comme s'il était possédé par un démon. Il essayait d'entrer, mais je savais que s'il y parvenait, ce serait la fin pour moi. Alors de l'intérieur, j'ai crié « Tu es filmé par les caméras de sécurité !» et j'appelle la police immédiatement. Alors attends-moi là, mon pote. Aussitôt, les coups ont cessé et je l'ai entendu courir à toute vitesse dans le couloir, loin de mon appartement. J'ai immédiatement appelé la police, mais malgré toutes leurs recherches, ils n'ont jamais retrouvé ces types. Il était clair qu'après cette nuit-là, ils pensaient que ça ne valait pas la peine de m'importuner à nouveau et de risquer de finir en prison. Depuis, j'ai toujours un taser et un spray au poivre dans mon sac à main, car je ne veux pas revivre une telle expérience. C'est incroyable comme ce Jake a réussi à me duper avec cette façade inoffensive. Comment il m'a piégé dans ses mensonges. J'ai encore des frissons chaque fois que je me souviens de cette nuit-là.
Et je ne peux m'empêcher de me demander si la même histoire s'est répétée pour d'autres victimes. Ça me hante de penser qu'elles n'ont peut-être pas eu autant de chance que moi. Il y a quelques années, j'ai vécu une expérience que je n'arrive toujours pas à oublier. Et rien que d'y penser, ça me fait vraiment frémir. Tout ce chaos a commencé juste après mes 30 ans. Je ne peux pas dire que j'avais désespérément besoin d'être avec quelqu'un, mais honnêtement, je ressentais un profond vide. J'avais ce sentiment d'être très seul, même si je n'étais pas complètement seul, car j'avais de bons amis. Et je passais beaucoup de temps avec eux. Bref, après une longue relation qui s'est mal terminée, je me suis retrouvé dans un état où tout semblait si gris. Avec mon ex, Tom, c'était assez compliqué. On a été ensemble pendant presque 4 ans, et même s'il disait toujours que c'était un problème d'engagement, j'ai le vague sentiment qu'il voulait juste voir ce qui se passait ailleurs. Mais là n'est pas la question. Alors passons à autre chose. Quoi qu'il en soit, j'ai mis fin à cette relation. Et peu de temps après, vers mon 30e anniversaire, cette profonde dépression m'a frappé comme un seau d'eau froide, ce sentiment que j'avais besoin de quelque chose ou de quelqu'un, de n'importe quoi pour me sortir de cette spirale de tristesse, stupide qui me faisait me sentir si vide. Il ne m'a pas fallu longtemps pour créer un profil sur l'un des sites de rencontres qui faisait fureur à l'époque, en 2012. Je ne me souviens plus exactement par quel site j'ai commencé. Peut-être Plenty of Fish, qui était le plus populaire à l'époque. C'était un vrai désastre. J'essayais sans cesse de rencontrer des personnes qui ne me correspondaient pas vraiment ou qui semblaient complètement opposées à ce que je recherchais. J'imaginais ces profils dire des choses comme « pas de fille grande » ou « n'aime pas Harry Potter ». Et c'est exactement moi, grande. Fanatique d'Harry Potter et de taille supérieure à la moyenne. C'était comme une blague, en fait. Mais j'ai quand même essayé d'envoyer des messages à quelques garçons dans l'espoir de trouver une solution, me sentant de plus en plus désespéré à chaque tentative. Jusqu'à ce que, presque par hasard, je tombe sur un certain Eric. Ce qui a le plus retenu mon attention, c'est qu'il semblait enfin correspondre parfaitement à ce que je recherchais. Il avait de longs cheveux noirs, semblait plus grand que moi et, sur ses photos, il portait toujours des t-shirts avec des références à la culture pop, ce qui m'a laissé deviner que nous avions beaucoup en commun. Quand j'ai vu qu'il semblait intéressé par moi, je n'ai pas hésité une seconde, et j'ai fait part de mon souhait de le rencontrer, espérant qu'il réagirait de la même manière. Et oui, heureusement pour moi, il l'a fait. Je lui ai envoyé un message direct qui disait quelque chose comme « Tes cheveux sont magnifiques. J'aimerais que les miens soient aussi brillants et lisses que les tiens. » Pathétique, je sais, mais à cet instant précis, quelque chose en moi voulait se connecter, et il a réagi presque immédiatement, avec un humour qui m'a conquise dès le début. Il m'a dit qu'il avait passé un marché avec quelqu'un là-haut, pour avoir une coiffure parfaite. Il était drôle, différent, et ça m'a vraiment attiré. On a vite commencé à se parler tous les jours au téléphone. Quand j'ai entendu sa voix, je suis tombée encore plus amoureuse. Il s'est avéré qu'il avait fait partie d'un groupe local, assez connu dans le milieu. Même s'ils n'ont jamais percé, il m'a dit qu'il travaillait actuellement dans une clinique vétérinaire, où il s'occupait d'animaux qui devaient passer la nuit ou avaient besoin de soins particuliers. Plus il m'en disait, plus je le trouvais cool et drôle, et qu'il semblait me comprendre. Les semaines ont passé, et une pensée a commencé à me trotter dans la tête. Pourquoi un type comme lui était-il encore célibataire? Il était séduisant, talentueux, avait un grand cœur et un grand amour pour les animaux. Bref, tout ce qu'on peut désirer. C'est pour ça que ça n'avait pas vraiment de sens. Comment pouvait-il être seul? J'ai regardé son profil et je me suis dit, bon, il n'y a peut-être pas beaucoup de gens comme lui. Et puis je lui ai dit que je trouvais bizarre que personne ne l'ait encore remarqué. Et c'est là qu'il a lâché la bombe. Il m'a dit qu'il avait eu une femme, mais que les choses s'étaient compliquées et qu'ils s'étaient séparés. Ce qui sur le moment me semblait normal, non? Une histoire de rupture classique. Rien d'étrange. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est qu'il était encore marié et pas divorcé, non? Mais toujours dans cette incertitude, entre la séparation et le fait d'avoir une femme. Et ça a tout changé pour moi en quelques secondes. J'ai commencé à croire que tout était peut-être un peu plus trouble qu'il n'y paraissait. Il m'a expliqué qu'ils n'étaient plus ensemble, mais qu'ils partageaient encore beaucoup de choses, et qu'il leur restait encore beaucoup de choses à régler. À ce moment-là, j'ai compris qu'il n'était peut-être pas tout à fait
disposé à entamer une relation sérieuse, qu'en fait il était peut-être encore attaché à cette femme. Et l'idée qu'il puisse encore être marié et prétendre être libre m'a fait envisager les choses avec un peu plus de prudence. Pourtant, j'ai décidé de lui donner une chance. Le matin où nous devions nous retrouver dans un café, tout semblait parfait. Je suis arrivé et il était là assis au fond, un grand sourire aux lèvres, et j'ai eu le sentiment d'avoir trouvé quelqu'un avec qui je pouvais vraiment m'identifier. Quand je l'ai vu, j'ai eu l'impression que toute mon anxiété s'était envolée. Il était exactement comme sur les photos, avec cette personnalité sincère et enjouée que j'avais appris à connaître au fil des semaines. Nous avons eu une bonne conversation, et à l'approche de midi, je lui ai dit que je devais probablement y aller, mais que j'aimerais le revoir. Peut-être pour dîner ou autre chose. Il m'a dit qu'il avait passé un très bon moment, et à ce moment-là, j'ai su que je voulais mieux le connaître. Mais à cet instant précis, quelque chose a changé. Il est resté silencieux, comme si quelque chose le dérangeait. Je lui ai demandé si tout allait bien. Puis il a levé les yeux et m'a dit qu'il avait une faveur à me demander, mais il était un peu gêné. Au début, je n'ai pas bien compris de quoi il parlait. Puis il m'a demandé de le raccompagner chez lui, car sa voiture était au garage et il était arrivé en taxi. Il semblait assez gêné de me poser cette question, ce que je trouvais plutôt mignon. À l'époque, j'étais plutôt à l'aise avec lui, suffisamment pour le conduire à son appartement. Donc ça ne m'a pas dérangé du tout. Mais la suite était tout simplement étrange. En voiture, il a commencé à me raconter son passé, comment il avait grandi dans une petite ville du Kentucky et comment les choses avaient été difficiles pour lui. Puis soudain, il a lâché une bombe. Il m'a dit qu'il n'était pas vraiment séparé de sa femme, qu'ils avaient eu beaucoup de problèmes ces derniers temps et qu'elle lui avait demandé de partir, mais qu'il souhaitait vraiment arranger les choses avec elle, même s'il pensait qu'il était peut-être trop tard. Je suis resté silencieux, essayant de comprendre ce qu'il me disait. Je veux dire, ce type ne se contentait pas de m'avouer qu'il avait menti sur sa séparation avec sa femme. Il me disait aussi qu'il comptait se remettre avec elle. Alors pourquoi flirtait-il avec moi et me demandait-il de sortir avec lui? Que voulait-il? Puis mon cœur s'est arrêté. En une minute, tout le fantasme que j'avais créé s'est envolé. Mais juste au moment où je pensais que ça ne pouvait pas être pire, il s'est soudain mis à hurler. Je l'ai regardé perplexe, et je lui ai demandé si quelque chose n'allait pas. Mais il m'a simplement demandé de l'emmener au commissariat juste en face. J'étais vraiment perdu. Un commissariat. Pourquoi? Pourquoi faire? Ai-je demandé, mais il est resté silencieux et m'a regardé avec des yeux rouges et larmoyants, avec une expression que je n'arrivais pas à interpréter. J'ai décidé de le conduire, car à ce moment-là, tout était devenu si étrange que je pensais que c'était pour le mieux. À notre arrivée, Eric est sorti de la voiture sans rien dire et est entré dans le bâtiment. J'aurais pu partir à ce moment-là, mais j'ai décidé de rester là et de simplement observer. Je l'ai vu parler aux gardes, et soudain un des agents est sorti, l'air inquiet. Ils l'ont rapidement menotté et emmené. C'est là que j'ai été complètement sous le choc. Je ne pouvais pas partir et rester dans le noir. Je suis donc sorti de la voiture. Je suis entré au poste et j'ai demandé à l'un des policiers ce qui se passait. Mais ce qu'il m'a dit m'a fait perdre la tête. Il m'a dit qu'Eric, le charmant garçon avec qui j'étais sorti ce matin-là, avait avoué le meurtre de sa femme le matin même. À cet instant, j'ai eu le vertige. Je n'arrivais pas à assimiler ce que j'entendais. J'avais passé toute la matinée avec un type qui venait de tuer sa femme. Et en plus, je l'avais même fait monter dans ma voiture. Bon sang, j'avais l'estomac noué rien qu'à penser au risque que j'avais pris tout ce temps sans même m'en rendre compte. La police m'a donné une carte, a pris mes informations et m'a laissé partir sans grande explication. En partant, je suis resté planté là, au milieu de la rue, à penser qu'en quelques heures seulement, ma journée était passée d'une journée joyeuse et pleine d'espoir à une journée complètement morne et terrifiante. Tout ce que je peux dire, c'est que c'était l'expérience la plus effrayante de toute ma vie. Mais le plus fou, c'est qu'il avait l'air d'une personne normale pendant tout le rendez-vous, quelqu'un qui n'avait rien à voir avec ce qu'il était vraiment. Surtout que cet homme avait non seulement tué sa femme, mais il l'avait fait d'une manière absolument atroce. Il l'avait poignardé 14 fois avant de l'emmener à l'hôpital. J'ai jeté son corps dans la baignoire. Je l'ai découpé en morceaux et je l'ai fourré dans des sacs poubelles. Je l'ai appris quelques jours plus tard, lorsque la nouvelle
a été publié dans le journal local. Comme vous pouvez l'imaginer, à partir de ce jour-là, j'ai fermé tous mes comptes de rencontres. Et je n'ai plus jamais cherché l'amour en ligne, car on ne sait jamais vraiment à qui on parle, et ce qui se cache derrière ces photos et ces mots. Je sais seulement que cette nuit-là, j'ai rencontré un tueur bien réel, et même si ça me donne des frissons à chaque fois que j'y pense, ça m'a aussi appris à faire attention à mes fréquentations et à ce que je fais. C'était sans aucun doute le pire premier rendez-vous de ma vie. On ne peut jamais vraiment comprendre l'esprit d'un psychopathe. Les gens pensent que ce sont ces types bizarres et dangereux qu'on voit toujours dans les films, mais la réalité est bien plus compliquée. Beaucoup paraissent normaux, voire charmants, avec un sourire poli et un air sophistiqué, mais ils manquent d'empathie, d'amour ou de remords. Ce n'est qu'une façade, un masque qu'ils utilisent pour tromper les autres et obtenir ce qu'ils veulent. Cela les rend très difficiles à détecter. Ceux qui finissent victimes ne parviennent, souvent même pas à s'échapper vivants, pour raconter leur histoire. Aujourd'hui, il existe des méthodes et des outils permettant de détecter ces individus, mais dans les années 1970, personne ne croyait à leur existence. En 1978, j'ignorais tout de tout cela. Je ne savais même pas qu'un homme comme Rodney Alcala, l'un des tueurs en série les plus célèbres et les plus dangereux de l'histoire, existait à cette époque. Et donc, sans m'en rendre compte, je me suis retrouvé à un rendez-vous avec un psychopathe. Et pas n'importe lequel, mais un psychopathe extrêmement dangereux, un type qui vous donne des frissons rien qu'en le regardant. Mais à l'époque, je ne le savais pas, et je pensais juste que c'était l'occasion de faire quelque chose de différent. Décime pas. Tout a commencé dans une émission de télé très populaire, une de ces émissions de rencontres. La plupart des gens y allaient pour devenir célèbres ou vivre leur heure de gloire, à la télévision. Mais ce n'était pas mon cas. J'étais jeune, naïve, et je croyais encore aux histoires d'amour romantique. Happy Sound que je voyais à la télévision. Je pensais que ce serait formidable de rencontrer l'amour de ma vie dans un endroit aussi superficiel qu'une émission de télé-réalité. Je me souviens que la dynamique était la suivante. Je devais choisir entre 3 hommes qui voulaient sortir avec moi. Je n'avais entendu que leur voix, car à l'époque, les selfies n'existaient pas. Et l'une d'elles m'a particulièrement marqué, celle que je connaissais seulement sous le nom de Bachelor Number One. Je ne pouvais pas encore vraiment voir son visage, mais ce type avait un charisme et une étincelle qui ont vraiment attiré mon attention. Il était drôle, sûr de lui, et avait quelque chose que j'aimais, même si je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. À la fin de l'émission, quand on nous a demandé avec qui nous voulions sortir, je n'ai pas eu à réfléchir longtemps. La réponse était claire. Ce type m'avait captivé sans même voir son visage. Alors je n'ai pas hésité une seconde à le choisir. On nous a présenté en personne pour la première fois et, à ma grande surprise, il m'a serré dans ses bras. On s'est revus en dehors du spectacle et on nous a offert des prix insolites. Un cours de tennis avec un instructeur et une journée dans un parc d'attractions. Ce n'était pas le rendez-vous idéal, bien sûr. Mais qui sait, peut-être que ça pourrait être amusant, non? Et honnêtement, sur le moment, j'ai pensé que c'était une bonne décision, même si nous savions tous les deux que c'était la seule option qui s'offrait à moi. Quand je l'ai vu, j'ai su que j'avais pris la meilleure décision. Du moins, c'est ce que j'ai pensé à l'époque. Pendant le voyage, nous avons beaucoup discuté, nous nous sommes sentis à l'aise. Tout s'est déroulé comme si nous nous connaissions depuis toujours. C'était une de ces journées où tout semblait parfait et naturel. Il était très bavard et moi aussi. Et il y avait une alchimie qui semblait durer éternellement. C'est du moins ce que j'avais cru à l'époque. Mais ce que j'ignorais depuis des milliers d'années, c'est que toute cette façade qu'il se donnait n'était qu'un mensonge bien ficelé. Tout allait basculer en un instant à cause d'une simple question qui le rendait fou. Nous étions au parc en train de jouer au tennis, et peu après, nous avons décidé de faire une pause et de discuter pendant que le professeur prenait un appel. Soudain, sans réfléchir, je lui ai demandé « Et les autres candidats? Enfin, comment étaient les autres participants ?» Sa réponse fut immédiate et cinglante. « Pourquoi me poses-tu cette question ?» Au début, j'ai cru qu'il plaisantait, mais son expression a radicalement changé et son sourire habituel a commencé à disparaître. Je sentais bien que quelque chose à ce moment-là ne lui plaisait pas. Je lui ai dit « Dis donc, désolé,
Je me demandais juste ce que tu ressentirais si je te mettais en compétition avec 2 autres filles. Non. Et juste après t'avoir choisi, j'ai commencé à te poser des questions à leur sujet. Son visage s'est figé et il s'est mis à me dire ça. Il m'a regardé très sérieusement et m'a dit « Non, non, ce n'est pas fait. C'est une perte de temps. De plus, je ne veux pas que tu me parles d'un autre homme pendant que tu es avec moi. Ce n'est pas mon truc. » À ce moment-là, je me suis senti très mal, tu sais? Je ne sais pas. Comme si j'avais fait quelque chose de vraiment mal et qu'il me le faisait comprendre avec ce regard. Et même si ça paraît absurde, cette logique étrange et tordue que j'avais en tête a commencé à prendre sens à cet instant. Sans m'en rendre compte, je me sentais coupable, comme si c'était moi qui avais provoqué tout ça. Nous avons rejoué au tennis, mais tout avait changé. L'atmosphère autrefois joyeuse était maintenant tendue et quelque peu agressive. Rodney n'avait plus ce sourire d'avant. C'était comme si quelqu'un l'avait complètement effacé de son visage. Les balles qu'il me lançait, qui me semblaient auparavant amicales, étaient maintenant d'une force brutale. Et chaque fois que je devais en renvoyer une, elle s'écrasait sur mon visage ou une autre partie de mon corps avec une violence brutale. L'entraîneur qui me regardait semblait nerveux, et je voyais dans ses yeux qu'il avait lui aussi remarqué que quelque chose clochait. Il disait ne pas avoir calculé sa force, mais son étrange sourire et le lointain de son regard indiquèrent le contraire. Je savais qu'il mentait. On s'aime dans nos vestiaires, et pendant que je prenais ma douche, je n'arrêtais pas de penser au crétin qu'avait été Rodney. Ça paraît ridicule aujourd'hui, mais les choses étaient différentes à l'époque, beaucoup plus limitées. On ne pensait pas à des choses aussi dangereuses qu'aujourd'hui, quand tout paraît si sombre et que tout comportement de ce genre est un signe avant-coureur. À l'époque, je ne pensais pas vraiment que cet homme pouvait être dangereux, juste qu'il réagissait sous l'effet de la colère, et voilà. Après ma douche, juste au moment de sortir, j'ai entendu un bruit étrange au fond des vestiaires. J'ai cru que c'était une autre fille qui se préparait à jouer, mais ce bruit, cette petite vibration, m'a semblé très étrange. Je suis sorti avec ma serviette, prête à me changer. Mais ce que j'ai vu était une scène inexplicable. Rodney était assis là en sous-vêtements, fraîchement douché, à m'attendre. Je me suis figé et lui ai demandé « Mais qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que tu fais ?» Et lui, avec son sourire en coin, m'a répondu qu'il attendait sa copine pendant qu'elle prenait sa douche, que ce n'était pas un problème, qu'il vérifiait juste que tout allait bien. J'ai répondu nerveusement « Pourquoi m'espionnes-tu » Et puis, dans un instant digne d'un film d'horreur, mon sourire a disparu et il est venu rapidement, me poussant contre le mur et me coinçant d'une main sur le cou. « Peut-être que je me fiche de ce que tu as à dire » m'a-t-il murmuré d'une voix glaciale. J'ai paniqué et je lui ai dit qu'il me faisait peur. Mais il n'a pas semblé s'en soucier. Au contraire. Il a commencé à me dire que je devrais probablement avoir peur, que je parlais trop et que je devrais me taire. Puis il m'a laissé avec une phrase qui résonne encore en moi. « Maintenant, prépare-toi à aller au parc d'attractions. Puis, chez moi. Avant d'aller se coucher, je vais te montrer comment je te pardonne. Je vais t'offrir la meilleure nuit de ta vie. » À ce moment-là, je ne savais pas si je devais pleurer, crier ou quoi faire. J'avais juste peur, tellement peur. Rodney s'est mis à me crier dessus et à me dire de bien me tenir. Que si je faisais une scène, ça ne me servirait à rien, que personne ne me défendrait et que les gens détestaient les faibles et les lâches comme moi. Et dans cet état de terreur totale, j'ai lâché un « oui ». Ça, je suis désolé, sans vraiment le vouloir. Je voulais juste qu'il parte et que quelqu'un m'aide. Et il l'a fait, non pas par souci pour lui, mais parce qu'il avait clairement peur que quelqu'un d'autre entre à ce moment-là. Il est simplement sorti et est resté dehors à attendre. Et moi, tremblante, je fixais mon visage et essayais de rester calme. Même si tout ce que je voulais, c'était m'enfuir et filer de là. J'étais en proie à la nervosité et à la terreur. Son comportement et la dernière phrase qu'il m'a adressée m'ont complètement terrifié. C'est seulement à ce moment-là que j'ai compris à quel point cet homme était dangereux et, paniqué, j'ai décidé d'agir. Avec beaucoup de chance, j'ai réussi à sauter par la fenêtre et à m'enfuir aussi loin que possible, sans savoir où j'allais. Je voulais juste m'échapper. Finalement, Rodney s'est effacé de ma mémoire comme un mauvais souvenir, même si je savais que ce rendez-vous n'était que le début de quelque chose de bien pire. Plus tard, aux informations, j'ai appris qu'il avait été arrêté pour le meurtre de plusieurs femmes. Il avait été reconnu coupable
de pas moins de 7 meurtres. Mais il était en réalité soupçonné d'avoir tué plus de 100 personnes. En apprenant cela, j'ai eu l'impression qu'on m'avait donné une poignée de pierre dans l'estomac. C'est là que j'ai réalisé que j'aurais pu être l'une de ses victimes. Je me demandais ce qui serait arrivé si je ne lui avais pas échappé à temps, mais je ne voulais pas vraiment connaître la réponse. Aujourd'hui, plus de 40 ans plus tard, mes enfants regardent mes photos de cette époque où j'étais jeune et naïve, croyant que tout cela n'était qu'un jeu, ignorant que ce jour-là a failli me coûter la vie. On me dit toujours que j'ai eu de la chance de m'en sortir, que j'ai eu de la chance, mais ce n'est pas le cas. Cette expérience a été comme une balle en plein cœur, et encore aujourd'hui, la nuit, je me souviens de cet après-midi et de la façon dont tout aurait pu finir de la pire des manières pour moi. Mais une chose est sûre, même si les choses semblent différentes aujourd'hui, des psychopathes comme eux sont partout, se faisant passer pour des gens gentils et doux, prêts à attraper leur prochaine victime, et parfois ils sont plus proches qu'on ne le pense. Alors si jamais vous vous trouvez dans une situation similaire, n'hésitez pas à me contacter. Faites-vous confiance et suivez votre instinct, surtout s'il vous dit de fuir. Bonne nuit à tous. Je m'appelle Adam, et l'expérience que je vais vous raconter s'est produite à une époque qui semble aujourd'hui révolue, mais qui est encore très présente dans ma mémoire. C'était en 2002, bien avant que les applications de rencontres et les smartphones ne deviennent incontournables. Il est intéressant de noter qu'à l'époque, j'étais un utilisateur régulier d'un salon de discussion de l'AERC. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il s'agissait d'une sorte de salon de discussion en ligne, accessible depuis des sites web, où les participants pouvaient se joindre anonymement en utilisant le pseudo de leur choix. La plupart d'entre eux permettaient aux invités de se joindre sous des noms comme The Best 245 ou autres. C'était vraiment amusant. Et maintenant que j'y pense, c'est étrange de repenser à cette époque où tout cela semblait si spontané, si naturel. Car aujourd'hui, en 2025, Internet est devenu une affaire de moi, et le véritable anonymat a presque disparu, sauf sur le dark web. Malgré l'anonymat qui régnait dans ces salles, il y avait quelque chose de magique à rencontrer des gens dans ces chats. Les gens se rencontraient, discutaient, et un petit monde se créait. De plus, il y avait un système de messagerie privée. Je pouvais donc continuer à parler à quelqu'un en privé, et même s'il n'y avait aucun moyen de vérifier qui était vraiment l'interlocuteur, les histoires étaient souvent assez crédibles. Eh bien, je sais maintenant que beaucoup de ces gens faisaient probablement semblant. C'étaient peut-être des hommes de 60 ans se faisant passer pour des filles de 20 ans. Mais à l'époque, cela n'avait pas vraiment d'importance. Tout cela appartient au passé, mais il est bon de s'en souvenir. Il y a une personne avec qui j'ai fini par avoir plus que de simples conversations dans ces pièces. Ça a même duré quelques mois, mais pas beaucoup plus longtemps. Son nom d'utilisateur était un homme, inspiré d'une chanson d'Evanescence, avec plein de X et de chiffres, mais son vrai nom était Katie. Elle avait 1 an de plus que moi. J'avais 21 ans quand on a commencé à se parler, et elle venait d'avoir 22 ans à l'époque. Je ne me souviens plus exactement comment on en est arrivé à se parler en privé, mais on a commencé à discuter plus souvent, et avec le temps, on a eu l'impression qu'on voulait toutes les deux plus que de simples textos. Les relations à distance étaient bien différentes à l'époque de ce qu'elles sont aujourd'hui. Les appels téléphoniques étaient chers, et la plupart des téléphones portables avaient un nombre limité de minutes. Impossible de s'appeler et de discuter pendant des heures chaque jour sans se soucier du coût. Nous communiquions donc essentiellement via IRC, avec quelques emails occasionnels. Et oui, lors d'un de ces échanges, nous avons échangé des photos, mais pas n'importe lesquelles. C'était une méthode artisanale et assez élaborée pour prouver notre authenticité. Nous avons pris une photo de nous tenant un morceau de papier avec la date et l'heure dessus et nous cachant un œil. Quelque chose comme ça. En réalité, c'était une façon créative de nous assurer que ce n'était pas un faux, car c'était la clé. Katie était belle, comme on pourrait l'imaginer à 22 ans, avec ses cheveux noirs teints, ses yeux bleus vifs, toujours vêtue de noir et ses nombreux piercings au visage. Il faut savoir qu'à l'époque, le style gothique était très en vogue. Elle était en quelque sorte le pendant du style typique des divas pop des années 90. Et oui, j'en suis tombée amoureuse instantanément. Je lui ai même dit
qu'elle était exactement ce que je recherchais dans la vie, et elle a bien ri quand je le lui ai dit. C'était une période formidable. On parlait jour et nuit, on s'envoyait des photos d'essais, et tout semblait parfait. Ça n'a même pas duré 3 mois. Mais pour moi, c'était la meilleure période de ma vie à cet égard. Jusqu'au jour où la connexion a été coupée. Elle ne me répondait plus sur IRC, ni à mes emails, et je commençais à m'inquiéter. Je pensais qu'il lui était peut-être arrivé quelque chose, ou qu'elle n'était tout simplement plus intéressée. En vérité, j'étais dévasté. Comme si j'avais ruiné quelque chose qui comptait tant pour moi. Chaque jour, je continuais à lui envoyer des messages, espérant qu'elle me répondrait un jour. Je lui ai envoyé le classique message du genre « Ça va? Pourquoi tu ne réponds pas ?» Mais rien. Et puis un jour, au moment où je m'y attendais le moins, j'ai reçu un message sur mon IRC qui m'a profondément touché. Il disait simplement « Rejoins IRC ». J'étais tellement excité. Je me suis dit qu'elle voulait peut-être me reparler, alors je me suis connecté immédiatement. Et en même temps, elle m'a envoyé un message direct disant « Salut ». Je lui ai demandé comment elle allait. Si tout allait bien, mais elle n'a pas réagi. Elle a juste lâché. « Quelle est ton adresse ? Je veux t'envoyer quelque chose. » C'est là que j'ai eu le coup de foudre. J'étais fou amoureux de cette fille, et je ne pensais qu'à partager cette confiance. À ce moment-là, peu m'importait que ce soit dangereux, peu m'importait que ce soit fou. Je n'y pensais même pas. J'étais aveuglé par l'amour et l'excitation de l'avoir retrouvée. Alors je lui ai donné mon adresse sans hésiter, pensant que c'était peut-être pour rester en contact. J'avoue qu'à l'époque, l'idée que les inconnus sur Internet ne soient pas toujours vos amis ou des gens bien ne m'avait même pas effleuré l'esprit. C'est quelque chose que j'ai appris au fil des ans. Mais à l'époque, j'étais fou amoureux. Mais la réponse que j'ai reçue était complètement différente de ce que j'aurais pu imaginer. Et je m'en souviens encore très bien. Il m'a envoyé un texto. « Je suis le mari de Katie. Arrête d'envoyer des textos à ma copine, sinon tu seras le prochain. » Et cette dernière phrase est restée en suspens un long moment, comme si elle pesait lourd. Je ne savais ni quoi penser, ni comment réagir. Je lui ai dit que je n'en savais rien, que nous étions juste amis, et que si elle était mariée, je respectais cela. Mais je ne comprenais vraiment pas comment une personne dans cette situation pouvait dire une chose pareille. En quelques minutes, le compte avait disparu. Ils se sont déconnectés et le chat a brusquement pris fin. Ils ne se sont plus jamais reconnectés sur ce serveur. Kerry n'a répondu à aucun de mes courriels et c'est la dernière fois que j'ai eu de ses nouvelles. Mais l'histoire n'est pas terminée. Presque 2 semaines plus tard, juste au moment où je m'y attendais le moins, j'ai reçu un colis chez moi. Il n'y avait qu'une expéditrice. Katie, pas d'adresse, rien d'autre, juste son nom écrit sur l'étiquette. J'étais sous le choc. J'ai lu cette étiquette plusieurs fois, hésitant à l'ouvrir, pensant qu'il s'agissait peut-être d'une ruse ou d'un truc plus sinistre, mais finalement je n'ai pas pu résister. Lorsque j'ai ouvert l'emballage, j'ai découvert au fond un couteau de cuisine, avec une substance très dure, sèche, brun rougeâtre sur la lame, que je suppose être du sang, bien sûr. Ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. J'ai immédiatement appelé la police et tout expliqué. Je leur ai dit que j'avais reçu un colis contenant une arme potentiellement du crime. L'histoire leur paraissait insensée, et elle me semblait vraie aussi. J'ai dû expliquer que j'avais discuté avec une fille en ligne, et qu'elle et son mari m'avaient menacé après que j'ai donné mon adresse, que j'avais reçu ce colis, et qu'il semblait y avoir du sang sur la lame du couteau. Je suis resté au poste pendant quelques heures. J'ai été pratiquement interrogé. Je leur ai tout montré. Les photos, les emails, mon nom d'utilisateur en ligne. Je ne sais pas si l'enquête a progressé, ni s'ils ont trouvé des éléments concrets, mais le simple fait qu'ils aient envoyé ce colis pour m'effrayer, pour m'intimider, était évident. Le « tu seras le prochain » prend tout son sens aujourd'hui, même si à l'époque, ce n'était qu'une menace en l'air. Du moins, c'est ce que je pensais. Et que dire après tout ce temps? Tout cela s'est passé il y a presque 20 ans. Avec le recul, c'est étrange de repenser à Internet à l'époque, à la naïveté et à la confiance que nous avions tous. Mais cette histoire, celle de Katie et du colis, me donne encore des frissons à chaque fois que j'y repense. Internet était plutôt un monde à part, un endroit où tout pouvait mal tourner. Et parfois, c'était le cas. Je ne veux pas paraître égocentrique, mais je trouve que je suis une jolie femme, même si ce n'est pas toujours un avantage, surtout que ça me rend plus vulnérable au harcèlement.
La plupart du temps, quand j'écoutais mes amis raconter leurs expériences, je réalisais qu'ils avaient été harcelés dans la rue, qu'on leur avait dit des choses méchantes et qu'on les avait même touchés sans leur permission. C'est quelque chose qui m'a toujours donné un sentiment de chance, car cela ne m'était jamais arrivé auparavant. Au début, je pensais que c'était juste un coup de chance, mais maintenant je comprends mieux. En vérité, ça ne m'était jamais arrivé avant, car j'étais toujours accompagné d'un homme, mon père, mes frères ou un ami. C'est triste, non? Une femme n'est en sécurité qu'avec un homme. Il faut que ça change tôt ou tard. Cette année, j'ai commencé des études de biologie à l'université. La plupart de mes amis avaient changé d'école. Et je ne connaissais toujours pas grand monde dans ma faculté. La seule qui était toujours là avec moi était Emma, une amie que je connaissais depuis un moment et qui était maintenant elle aussi, étudiante en soins infirmiers. « June, attends-moi » m'a-t-elle crié en marchant. On aimait bien manger ensemble après les cours. Et ce jour-là, après les cours, on a décidé d'aller dans un café près du campus. « Qu'est-ce que tu veux manger » a-t-elle demandé. « Je ne sais pas, peut-être un sandwich et un café. » Et Emma a dit, « Tu es tellement ennuyeux, tu sais. Parfois, on a l'impression que tu n'as pas de vie. Tu sais, je vérifiais mon sac à main pour voir si j'avais assez d'argent. Alors j'ai fouillé dedans pour trouver mon portefeuille. Mais juste au moment où je l'ouvrais, un bout de papier rose tomba par terre. « Ah, j'étais surprise. Tu as laissé tomber quelque chose, » dit Emma. Et avant que je puisse réagir, Emma l'attrapa et commença à le lire. Quand elle eut fini, elle leva les yeux, surprise, et se mit à me taquiner, comme si elle savait quelque chose que j'ignorais. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Tu n'es à la fac que depuis quelques jours, et ça t'est déjà arrivé. » Perplexe, j'ai demandé « De quoi parles-tu, Emma ?» Elle m'a tendu la main et, curieux, j'ai pris le papier qu'elle tenait encore et j'ai lu « Tu veux sortir avec moi ?»« June ?» Sérieusement, c'est bien ce que je pensais. Parce qu'en d'autres circonstances, ça aurait été un geste romantique, non? Mais à ce moment-là, j'avais envie de vomir. Je n'avais pas encore beaucoup d'amis, encore moins un partenaire, et encore moins quelqu'un qui écrirait une chose pareille sur un bout de papier, même en connaissant mon nom. June, je n'ai aucune idée de qui a fait ça, mais ça pourrait être juste un admirateur secret, m'a dit Emma d'un air indifférent, mais je lui ai dit que je n'avais aucune idée de quand quelqu'un aurait pu mettre ce mot dans mon sac. Et c'est là qu'elle a commencé à dire « du calme ». C'était peut-être juste une erreur. Et ils l'ont accidentellement mis dans ton sac. Mais Emma, c'est mon nom sur le mot. Ça n'aide pas beaucoup non plus. Malgré tout, j'ai essayé de rester calme et de me dire « bon, d'accord, ce n'est peut-être rien ». Pendant les semaines qui ont suivi, j'ai presque oublié ce bout de papier et tout ce bazar, parce que personne d'autre n'en a parlé. Mais un jour, à l'université, Emma est venue me voir et m'a salué avec enthousiasme. Bonjour John. À l'époque, j'avais rencontré un camarade de classe, Jarrett. C'était beaucoup plus facile pour moi de parler aux garçons qu'aux filles, donc j'avais généralement plus d'amis masculins. Jarrett m'appréciait vraiment, et un jour en cours, il est venu me voir et m'a demandé « Je pensais que tu serais là maintenant ». J'ai répondu « Non, on dirait que c'est ton jour de chance ». Il m'a souri et m'a dit « Puis-je avoir ton numéro ?» Je ne t'ai jamais demandé tes coordonnées pour pouvoir t'envoyer un SMS. Sans réfléchir, j'ai déchiré une feuille de mon cahier et j'y ai écrit mon numéro. Je la lui ai donné et il m'a remercié. « Merci, June. Je t'enverrai un message pour que tu aies le mien. » Le cours s'est poursuivi normalement jusqu'à la fin, et alors que je rangeais mes affaires et mon téléphone dans mon sac à dos, j'ai vu quelque chose d'étrange. 2 morceaux de papier rose dans mon sac. Mon cœur s'est mis à battre la chamade, et à ce moment-là, j'ai senti l'anxiété me ronger. Qu'est-ce que cela signifiait déjà? Sans réfléchir à 2 fois, je les ai ouverts nerveusement. Et tu ne m'as toujours pas dit si tu voulais sortir avec moi, June. Tremblante, j'ai froissé les 2 feuilles et les ai jetées à la poubelle, le cœur battant la chamade. Juste à ce moment-là, je me suis retourné pour quitter la classe. Mais en le faisant, j'ai heurté quelqu'un au milieu de la route. C'était un homme aux cheveux noirs, aux yeux bridés, avec une barbe de quelques jours et une peau très pâle. J'ai protesté intérieurement, car quelque chose dans son visage et dans son regard me mettait mal à l'aise. Il avait l'air un peu bizarre, comme s'il n'était pas à sa place. « Excusez-moi », ai-je dit doucement.
Je suis juste un peu nerveux. J'ai essayé de le contourner, mais il m'a de nouveau bloqué le passage. Quand je l'ai vu, j'ai compris qu'il n'était pas bien intentionné. Il a dit quelque chose comme « tu devrais ». Et à ce moment-là, son comportement m'a semblé encore plus dérangeant. J'ai fait un bond en arrière pour tenter de m'éloigner, mais il m'a suivi. « Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas ?» lui ai-je crié. Mais il m'a ignoré et s'est rapproché encore plus. L'air un peu déconcerté. Soudain, sa main se resserra autour de mon cou et mon souffle s'accéléra. Je me sentais me noyer et le pire, c'est que personne d'autre dans la rue ne semblait s'en apercevoir. Juste au moment où je pensais que la situation allait empirer, j'ai senti quelqu'un d'autre le bousculer et prendre ma défense. C'était Jarrett. Et à ce moment-là, l'homme qui m'avait agressé a commencé à se débattre, mais je n'en pouvais plus. J'avais l'impression de perdre connaissance. Et tout est devenu noir. Je suis maintenant à l'hôpital, en train d'essayer de me remettre de cette agression. La dernière fois que j'ai parlé à Jarrett, il m'a dit qu'ils avaient cet homme en garde à vue. Je suis vraiment terrifié, mais je suis certaine que je ne vais pas me taire. Ce type doit payer pour ce qu'il a fait, et je ne me reposerai pas tant que ce ne sera pas le cas. J'ai rencontré un type nommé Damon sur Tinder un soir. Il était beau et avait l'air sympa. Alors, après quelques messages, on a décidé de se voir. Damon habitait juste à l'extérieur de la ville et m'a proposé de m'envoyer un taxi pour dîner le lendemain. J'ai accepté avec enthousiasme. J'ai décidé de porter ma plus belle robe rouge et d'attacher mes cheveux pour être au top. J'ai assorti ce look à des talons rouges, assortis, et j'étais prête pour notre premier rendez-vous. Vers 19h30, une Mercedes noire s'est arrêtée devant chez moi et le chauffeur m'a emmené dans une magnifique villa perchée sur une colline. J'ai été vraiment impressionné par la beauté et le luxe de l'endroit, malgré la nuit. À mon arrivée, Damon m'attendait à la porte. « Salut Valérie. J'espère que tu te sens bien, » m'a-t-il dit en souriant. « Oh là là, ta voiture est plus grande que mon appartement. » ai-je répondu en riant. Et il m'a souri en retour. Il y avait quelque chose d'étrange dans sa façon de parler, mais j'ai décidé de ne pas trop y prêter attention et je l'ai suivi chez lui. C'était mon premier rendez-vous Tinder. Et je n'avais jamais mis les pieds dans un endroit pareil. La maison était magnifique. Il y avait une piscine, une cheminée, des lustres et une cuisine ouverte dont j'avais toujours rêvé. Damon nous a servi 2 verres de vin et nous nous sommes assis pour dîner. La nourriture était délicieuse. Je crois n'avoir jamais mangé quelque chose d'aussi délicieux de ma vie. Alors je l'ai fait avec appétit, tout en profitant d'une conversation très agréable avec Damon. Et tout allait bien jusqu'à ce que je commence à me sentir bizarre. Soudain, ma vision s'est brouillée et j'ai eu des nausées. À ce moment-là, j'ai essayé de fixer Damon du regard et j'ai vu qu'il affichait un grand sourire, ce qui, contrairement à quelques instants plus tôt, ne me rassurait plus autant. Qu'est-ce qu'il y a dans la nourriture ? Me suis-je demandé, mais j'ai essayé de garder mon sang-froid. Je ne voulais pas qu'il remarque que j'étais malade, car je ne savais toujours pas si c'était dû à quelque chose qu'il avait fait exprès, ou si quelque chose dans la nourriture me déplaisait. Mais son regard fixé sur moi et son sourire désormais illuminaient ma méfiance. Tandis que je luttais pour garder mon calme et dissimuler mon malaise, Damon me demanda quel était mon film d'horreur préféré. « Vendredi 13 », répondit-il, tandis que je parvenais à peine à bafouiller quelque chose. Et soudain, comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur, tout devint noir, et je ne savais plus rien de moi-même. À mon réveil, j'étais coincé dans une pièce éclairée par des lumières rouges, mon corps attaché à ce qui ressemblait à une table d'opération. J'étais très confus et hébété, incapable de dire si c'était réel ou un simple cauchemar. Soudain, j'ai entendu un bruit métallique et j'ai essayé de le suivre des yeux, malgré le vertige. C'est alors que j'ai vu Damon aiguiser un couteau tout près de mes pieds. Il portait un masque de hockey, mais je savais que c'était lui. Ses yeux d'un vert profond étaient reconnaissables entre mille. J'essayais de crier et de bouger, mais j'étais prisonnière. Mon corps était retenu par des sangles, et je ne pouvais rien faire d'autre que de rester planté là, terrorisé, à le regarder s'approcher de moi, l'énorme couteau à la main et un regard diabolique. Je savais que c'était la fin. Damon se tenait devant moi, et je commençais à le supplier de ne pas me faire de mal. Je le suppliais de me laisser partir, et lui assurer que je n'appellerais pas la police. Mais je n'entendis en retour qu'un rire diabolique.
Mais au moment où j'allais ajouter quelque chose, ses paroles furent interrompues par le bruit d'un coup de feu, puis par le bruit sourd de son corps s'écroulant au sol. Soudain, une fille est apparue, et la première chose que j'ai remarquée, c'est qu'il lui manquait la moitié du bras gauche, tandis que l'autre tenait un pistolet. « Je m'appelle Elena », a-t-elle dit d'une voix agitée. « Ce fou m'a gardée prisonnière pendant des jours. Il faut qu'on parte immédiatement. » a-t-elle dit, tremblante de peur. Je voyais bien qu'elle était aussi terrifiée que moi, et en défaisant les liens, j'ai vu que la blessure sur son bras était fraîche, tout comme le bandage taché de sang sous sa manche. Mais ce n'était pas le moment de poser des questions. Alors dès qu'elle a lâché prise, nous sommes partis en courant. L'endroit où je me trouvais était une sorte de sous-sol. Alors que je courais dehors avec Elena, j'ai réalisé que la maison était un véritable labyrinthe. Nous avons finalement réussi à sortir dans la cour après avoir franchi plusieurs portails et avons dévalé la colline jusqu'à ce que nous trouvions un bon samaritain qui nous a proposé de nous conduire au commissariat. Ils nous ont soignés et ont immédiatement envoyé une voiture de patrouille sur les lieux. Cependant, lors de la fouille de la maison, les policiers n'ont trouvé aucune trace de Damon, ni aucune trace de sang, comme s'il n'avait jamais été là. J'étais sous le choc. J'étais certain qu'Elena lui avait tiré dessus, et je suis sûr qu'elle le pensait aussi. Elena est allée à l'hôpital, et je suis rentré chez moi, encore sous le choc. J'ai supprimé mon compte Tinder dès mon arrivée et j'ai juré de ne plus jamais sortir avec des inconnus. Cette nuit-là, je me suis effondré dans mon lit, épuisé, et je me suis endormi instantanément. Je me suis réveillé plus tard, surprise par un bruit de verre brisé quelque part dans la maison. Je n'avais pas d'animaux de compagnie, susceptibles d'en être responsables. Alors mon cœur s'est figé de terreur. Je suis sorti du lit et j'ai lentement jeté un coup d'œil par la fenêtre, mais j'ai failli avoir une crise cardiaque. Damon portait à nouveau son masque de hockey et essayait d'ouvrir la fenêtre. Il avait déjà brisé la vitre et tournait la serrure. J'ai donc couru vers la porte d'entrée pour tenter de m'échapper. Mais soudain, j'ai entendu un grand fracas derrière moi. « Oh mon Dieu, il est à l'intérieur !» Ça me suis-je dit, complètement terrifié. Sachant que je n'aurais pas le temps de trouver les clés de la porte d'entrée, je me suis caché sous la table de la cuisine, priant pour qu'il ne m'ait pas déjà vu. Une fois là, j'ai vu ses jambes se diriger vers la cuisine, regardant autour de lui comme s'il cherchait quelque chose. « Valérie, tu veux jouer à cache-cache ?»« Bon, c'est mon tour, dit-il d'une voix étrange. Je me couvris la bouche pour ne pas faire de bruit, souhaitant pouvoir creuser un trou dans le sol et disparaître. Soudain, je le perdis de vue, et tandis que j'essayais désespérément de voir où il était passé, je sentis ses mains puissantes m'attraper par les cheveux et me tirer de sous la table. J'étais coincé. Son emprise était si forte que je hurlais de douleur et de peur. Je savais que j'étais dans une situation délicate. Cependant, tandis qu'il se débattait, j'ai tendu la main vers le tiroir à ustensiles. J'en ai sorti un couteau et, d'un geste vif, je l'ai enfoncé dans sa poitrine. À ce moment-là, Damon a titubé et, avant que je puisse l'attaquer, il a couru vers la porte, laissant une traînée de sang. J'ai immédiatement prévenu les voisins, qui ont rapidement appelé la police. Lorsque les policiers ont fouillé ma maison, ils sont revenus sans rien trouver. Damon avait de nouveau disparu. J'ai commencé à penser qu'il n'était probablement pas humain, qu'il s'agissait d'une sorte de fantôme ou de démon. Survivre à une blessure par balle à bout portant, et maintenant à un coup de couteau à la poitrine était déjà trop étrange. Mes voisins m'ont proposé de rester chez eux quelques jours, mais j'avais trop peur de sortir de chez moi. J'ai donc verrouillé portes et fenêtres et passé 3 jours en état d'alerte maximale. La 4e nuit, il y a eu une pluie torrentielle et, alors que je luttais contre mon stress, la sonnette a recommencé à sonner. Je n'ai pas ouvert la porte tout de suite, bien sûr. « Qui est là ?» ai-je demandé nerveusement. « First, c'est Tommy. » Valérie a ouvert. Que faisait Tommy ici? Nous avions déjà eu une rupture difficile. Et même si nous avions réussi à nous en remettre, la vérité, c'est qu'il n'aurait rien dû faire chez moi. Mais j'ai quand même ouvert la porte, après avoir jeté un coup d'œil à l'intérieur, et l'avoir vu tremper, un sac à dos à la main. Quand je suis entré, il m'a serré dans ses bras et m'a dit qu'il s'inquiétait pour moi. « Non, j'ai appris ce qui s'est passé. Laisse-moi rester avec toi quelques jours et te protéger. » a-t-il insisté. À ce moment-là, j'avais besoin de compagnie, alors j'ai accepté. Ce soir-là, nous avons dîné ensemble et
Après quelques cigarettes, il a commencé à faire irruption à l'université, alors que nous sortions ensemble. Au bout d'un moment, nous sommes allés nous coucher. Je me suis endormi profondément, blotti contre lui, et je n'ai rien entendu d'inhabituel cette nuit-là. Mais à mon réveil, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Tommy n'était pas à mes côtés. Je suis allé dans le salon en l'appelant, et il était là, allongé sur le canapé. Je suis allé le réveiller, mais quand j'ai allumé la lampe, j'ai été horrifié. Tommy était mort. Il avait le cou brisé et une petite clé USB coincée dans son front. Je l'ai ramassée et malgré le choc, je l'ai insérée dans mon ordinateur portable. En ouvrant le fichier, j'ai découvert une vidéo de Tommy avec moi au lit, prise quelques heures auparavant. Pendant que je dormais profondément, il s'est levé et a sorti un couteau de son sac à dos. Vu l'angle de prise de vue, je comprenais que la vidéo avait été prise depuis mon placard. Le visage pâle, j'ai vu Tommy s'approcher de moi et brandir le couteau, clairement décidé à me poignarder. Mais juste au moment où il s'apprêtait à le faire, l'écran est devenu noir et est passé en mode selfie. C'était Damon souriant, un mot à la main. Puis il s'approcha du corps de Tommy, déjà étendu sur le canapé. Il ouvrit la bouche du cadavre et inséra le message avant de couper la vidéo. La vérité était déchirante. Tommy n'était pas venu pour me protéger comme il l'avait dit, mais pour me tuer et piéger Damon. Et bien sûr, il serait le principal suspect. Le crime parfait, mais Damon m'avait sauvé. Je ne sais ni comment ni quand, mais il a réussi à s'infiltrer chez moi et à se cacher dans mon placard. Je suppose qu'il était en colère que Tommy veuille lui enlever sa joie de m'achever lui-même. Peut-être voulait-il juste mettre fin à notre histoire de ses propres mains, parce que je ne pense pas qu'il se soit caché là, pour me protéger de mon ex-petit ami psychopathe. Maintenant, même si la vérité me fait froid dans le dos, Damon m'a sauvé la vie. Il ne me reste plus qu'à attendre et à comprendre pourquoi.